Dans cette vidéo, nous allons introduire le nouveau chapitre intitulé les fonctions trigonométriques. Alors tout d'abord, revenons un petit peu sur la trigonométrie vue en début d'année. Nous avions alors défini une nouvelle mesure d'angle qui était le radian. Alors pour définir cette mesure d'angle, nous étions servis d'un cercle particulier, le cercle de rayon de centre l'origine du repère et de rayon 1. Ce cercle, on l'avait appelé cercle trigonométrique. Et on avait vu que à tout point du cercle trigonométrique, correspondait donc un angle qu'on pouvait mesurer en degrés. Et donc l'équivalent en radian de cette mesure d'angle en degrés était tout simplement la distance parcourue sur l'arc de cercle entre le point de départ ici et le point concerné. Donc cette mesure d'arc de cercle était la mesure de l'angle en radian. Donc comme nous avons un cercle de rayon 1, alors nous avions vu grâce à la formule du périmètre d'un cercle que parcourir un angle qui fait de 0 à 360 degrés équivaut à parcourir le cercle en entier. Et donc la longueur totale du cercle, donc c'est-à-dire une fois qu'on a parcouru 360 degrés, c'était 2π. Donc nous avions défini ainsi la mesure d'un angle en radian avec des mesures particulières, notamment dans le premier quart de cercle, qui était l'équivalent de 30 degrés, on avait dit que c'était pi sur 6. L'équivalent de 45 degrés, nous avions dit que c'était pi sur 4. 60 degrés, c'était pi sur 3. Et 90 degrés, ici, pi sur 2. Donc nous avions défini une nouvelle mesure d'angle radian et nous avions également défini d'une nouvelle façon le cosinus et le sinus d'un angle. Nous avions dit que dans le cercle trigonométrique, le cosinus d'un angle correspondait à l'abscisse du point du cercle et le sinus correspondait à l'ordonnée. Et donc nous avions défini donc ainsi le sinus et le cosinus d'un angle mesuré en radian. Et là aussi nous avions vu que suivant la mesure de l'angle en radian dans le premier quart de cercle, mais les mesures particulières qu'on a abordées, qu'on a citées tout à l'heure, avaient des mesures des sinus et des cosinus particuliers. Donc on avait vu par exemple que pour un angle de 30 degrés, le cosinus qui est ici affiché à 0,87, en fait la valeur exacte c'était racine carrée de 3 sur 2. Le sinus c'était un demi. Même chose pour le pi sur 4, c'est-à-dire pour 45 degrés, sinus et cosinus sont égaux, donc la valeur approchée ici c'est 0,71, mais en fait la valeur exacte c'était racine de 2 sur 2. Et pour un angle de 60 degrés, on a vu que le cosinus était égal à 1 demi et le sinus à racine de 3 sur 2. Et donc ensuite pour les angles particuliers tels que pi sur 2, ben donc on a un cosinus égal à 0, un sinus égal à 1. Et nous avions vu ensuite que pour les angles faisant partie du deuxième quart de cercle, ben le sinus était égal au sinus de ceux faisant partie du premier quart de cercle, et les cosinus étaient opposés. Et même chose pour les angles faisant partie du troisième quart de cercle ou quatrième quart de cercle. Donc en fait, on avait dit qu'il suffisait de connaître les mesures du cosinus et du sinus des angles du premier quart de cercle pour en déduire les autres. Donc voilà pour la définition de début d'année sur le sinus, le cosinus d'un angle mesuré en radian. Nous allons maintenant nous intéresser de plus près à ce cosinus d'un côté et ensuite au sinus. Alors regardons un petit peu une autre animation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'une autre animation ici pour représenter un petit peu différemment les variations de notre cosinus en fonction de la mesure de l'angle en radian. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a toujours notre cercle trigonométrique ici à gauche et on va faire parcourir au point M le cercle trigonométrique, donc c'est-à-dire que la mesure de l'angle correspondant va varier de 0 jusqu'à 2π. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du repère ici, l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, on va y mettre la mesure de l'angle en radian. Donc sur l'axe des abscisses, notre angle va varier de 0 jusqu'à 2π. Et sur l'axe des ordonnées, on va afficher la valeur du cosinus, c'est-à-dire que pour chaque mesure d'angle, on va avoir un point qui va correspondre au cosinus correspondant. Ainsi, lorsque j'ai un angle qui mesure 30 degrés ici, donc j'ai un angle de 30 degrés ici, c'est-à-dire de pi sur 6, donc ici l'abscisse c'est donc pi sur 6, je suis à 30 degrés, pi sur 6, et le point correspondant ici c'est la valeur du cosinus, donc on sait que le cosinus de pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, donc ici j'ai un point ici qui a pour abscisse l'angle en radian, donc pi sur 6, et qui a pour ordonnée la valeur du cosinus correspondant, racine de 3 sur 2. Si j'avance, si je me mets à 30 degrés, donc à 45 degrés, donc ici je suis à pi sur 4 en abscisse et à racine de 2 sur 2 en ordonnée. Je continue, de même, 60 degrés, donc je suis à pi sur 3 en abscisse et donc à 1 demi en ordonnée, etc. Donc on voit que suivant les valeurs
de la mesure de l'angle en radian, notre point va prendre différentes positions dans le repère suivant la valeur du cosinus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant essayer de... J'ai avancé de 15 degrés en 15 degrés. Donc ce que je vais faire maintenant, euh, je vais parcourir tout le cercle trigonométrique, c'est l'intervalle 0 de pi, donc des mesures qui vont aller de 0 à 360 degrés, de 1 degré en 1 degré. Et je vais faire afficher la position de tous les points correspondants. Donc ça va donner ça. Et donc on se rend compte que au fur et à mesure qu'on avance, pour chaque valeur de x, pour chaque mesure en radian correspond à une valeur du cosinus. Et de degré en degré, on place tous les points correspondants et finalement on voit apparaître la courbe donc d'une fonction. Donc ici, on est en train de voir qu'on peut parler de la fonction qui a un nombre x, à une mesure d'angle en radian, associe la valeur de son cosinus. Donc nous sommes en train de créer ici ce qu'on appelle la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, qui est donc représentée par une courbe que je suis en train de dessiner point par point, qui est donc la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc je suis en train de créer la fonction cosinus, la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle 0 de pi. Donc à tout nombre réel compris entre 0 et 2 pi, c'est-à-dire lorsqu'on parcourt le cercle trigonométrique, correspondant à une valeur du cosinus. Et voilà la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle 0, 2 pi. Nous avons ici donc cette courbe-là. Donc on constate des choses que l'on connaissait déjà, dont la lecture de la courbe de la fonction cosinus nous montre bien que entre 0 et pi sur 2, donc dans le premier quart de cercle, le cosinus prend des valeurs positives, donc on a une courbe au-dessus de l'axe abscisse. Ensuite, dans le quart de cercle numéro 2, le quart du cercle numéro 3, c'est-à-dire que lorsqu'on va de pi sur 2 à 3 pi sur 2, donc ici de pi sur 2 à 3 pi sur 2, on a des cosinus négatifs, donc ça on le savait. Et ensuite, dans le quart de cercle numéro 4, le cosinus repasse positif. Donc voilà la courbe représentative de ce qu'on appelle la fonction cosinus sur l'intervalle 0 de pi. Or, on sait que l'on pourrait continuer à enchaîner avec un deuxième tour, puis un troisième tour, un quatrième tour, de manière infinie comme ça. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que notre fonction cosinus va être définie au-delà de 2pi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, si je continue à faire les tours complets, j'augmente encore la valeur de mon x en radian, et je pourrais aller jusqu'à l'infini. Mais on sait que lorsqu'on a parcouru un tour complet, et lorsqu'on va démarrer un deuxième tour, bien on va recommencer le même tour. C'est-à-dire que notre cosinus, il va reprendre exactement les mêmes valeurs. Donc du coup, on peut se dire ici que ce qui s'est passé sur l'intervalle 0, 2pi va être reproduit sur le tour suivant qui va de 2pi à 4pi, qui va être encore reproduit de 4pi à 6pi, etc. Donc finalement, ce qui se passe sur un intervalle de longueur 2pi va être répété à l'infini. Donc on dira que notre fonction cosinus est une fonction périodique, c'est-à-dire que ce qui se passe sur 0 de pi est répété à l'infini. Voilà ce qu'on appelle une fonction périodique. Et ici, la période, ce qu'on appelle la période de la fonction, c'est 2pi. Ce qui se passe sur un intervalle de longueur 2pi, dans ce qu'on appelle la période ici, va être répété indéfiniment. Donc du coup, on peut deviner donc que la deuxième portion de courbe qui va se trouver maintenant sur le deuxième tour, c'est-à-dire sur 2pi, 4pi, va être exactement la même qu'ici. Donc il suffit de reproduire ce morceau de courbe sur l'intervalle 2pi, 4pi pour obtenir la courbe représentative de la fonction cosinus sur cet intervalle-là. Donc du coup, lorsque l'on répète à l'identique un morceau de courbe un petit peu plus loin, on fait ce qu'on appelle en géométrie une translation. Donc on va décaler ce morceau de courbe de 2pi plus loin, donc on fait une translation horizontale. Une translation horizontale, c'est la translation de vecteur 2pi, puisqu'on décale de 2pi, fois le vecteur unitaire, souvent qu'on appelle vecteur i. Donc on fait ce qu'on appelle une translation horizontale de vecteur 2pi. Donc si je continue la représentation graphique de ma fonction sur le deuxième intervalle, donc voilà ce qui se passe. On reproduit à l'identique ce qui s'est passé sur l'intervalle 0, 2pi, mais sur l'intervalle 2pi, 4pi. Voilà. Alors, et ça continuerait indéfiniment sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on allait partie négative? On sait très bien qu'on peut parcourir on peut parcourir le cercle trigonométrique dans l'autre sens, dans le sens négatif. Donc on peut considérer que la fonction cosinus va également être définie sur l'intervalle moins l'infini 0, partie négative. Donc on dira que la fonction cosinus est en fait définie sur R. Alors qu'est-ce qu'on aurait comme courbe de l'autre côté? On sait qu'on avait vu en début d'année dans les propriétés du cosinus que
deux nombres opposés ont le même cosinus, cosinus de moins x est égal à cosinus x, ça signifie que un nombre négatif aura le même cosinus que son opposé partie positive. Donc on peut dire que tout ce qui se passe côté négatif est identique à ce qui se passe côté positif. Donc ce qu'on va avoir, c'est que, et là dans ce cas-là on dit que la fonction est une fonction paire. Lorsque deux nombres opposés par une fonction sont égaux, on dit que la fonction est paire. Et lorsque la fonction est paire, en fait, la courbe représentative de cette fonction partie négative est tout simplement l'image de la courbe représentative de la fonction partie positive par une symétrie, la symétrie axiale ici l'axe des ordonnées. Donc en fait, la courbe représentative de la fonction cosinus sur moins l'infini 0, c'est la symétrique de la courbe représentative de la fonction cosinus sur 0 plus l'infini. Donc voilà ce que ça donnerait la représentation graphique de cette fonction cosinus sur R. On parle ici de sinusoïde. La représentation graphique de la fonction cosinus est ce qu'on appelle une sinusoïde. Regardons maintenant ce qui va se passer pour l'autre fonction qui va être la fonction sinus. Alors on peut de même on pourra définir la fonction trigonométrique appelée fonction sinus. En effet, comme pour la fonction cosinus, le point M, on peut lui faire faire autant de tours complets que l'on veut dans un sens ou dans l'autre. Donc ça veut dire qu'il existe une infinité de mesures en radians pour l'angle concerné. Donc notre mesure en radian va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisqu'il existe une infinité de mesures possibles. Et à chaque mesure en radian correspondra une position du point M sur le cercle, et donc une ordonnée, c'est-à-dire un sinus. Donc on peut de même définir la fonction sinus sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors regardons ce qui se passe un petit peu pour sa représentation graphique. Donc encore une fois ici, sur l'axe des abscisses de mon repère, on va définir la mesure en radian de l'angle, et à chaque mesure, on va associer un point qui aura pour ordonnée le sinus, cette fois-ci, de l'angle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parcourir un tour complet, c'est-à-dire un angle qui va de 0 à 360 degrés, c'est-à-dire l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 2π. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour le sinus de l'angle correspondant. Donc on va faire afficher la courbe représentative de la fonction sinus sur l'intervalle 0, 2π. Donc allons-y. Donc on fait parcourir l'intervalle 0, 2π à l'angle désigné par le point M. Et on voit ici que le sinus augmente puisqu'on est sur l'intervalle 0π sur 2, donc le sinus augmente l'ordonnée. Ensuite, l'ordonnée du point, c'est-à-dire le sinus, donc toujours va diminuer. Mais on est toujours sur l'intervalle 0π, donc on est au-dessus de l'axe des abscisses, mon sinus est positif. Et ensuite, mon point va passer en dessous, c'est-à-dire qu'il va se diriger vers 3π sur 2, donc là on a un sinus négatif qui diminue, jusqu'à arriver en moins 1, la valeur moins 1 ici, lorsqu'on a 3π sur 2. Et ensuite, je vais à nouveau augmenter, le sinus, l'ordonnée va réaugmenter, pour revenir en 2π ici, et un sinus égal à 0. Donc voilà ici la représentation graphique, les différentes valeurs prises par le sinus d'un angle, lorsque l'angle parcourt l'intervalle qui va de 0 à 2π. Et comme pour la fonction cosinus, lorsqu'on va attaquer le deuxième tour de cercle, c'est-à-dire l'intervalle qui va aller de 2π à 4π, on va reproduire à l'identique ce qu'on a fait sur l'intervalle 0,2π. Donc ici aussi, on dira que la fonction sinus est une fonction périodique, à nouveau ici aussi de période 2π. Donc ce qui se passe sur l'intervalle de longueur 2π est reproduit indéfiniment à l'identique. Donc du coup, si je continue sur l'intervalle 2π, 4π, j'obtiens un deuxième morceau identique au premier morceau. Donc ici aussi, on est en train de créer une sinusoïde. Alors, voilà pour ce qui se passe sur l'intervalle 0, 4π, qui pourrait se continuer indéfiniment sur 0 plus l'infini. Partie négative maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, on avait vu que le sinus de moins x, c'était l'opposé du sinus du x. Donc ici, par la fonction sinus, deux angles opposés ont des sinus opposés. C'est une propriété de début d'année, ça. Donc attention cette fois-ci ici, ce qui se passe partie négative est l'opposé de ce qui se passe partie positive. Alors graphiquement, comment ça va se traduire ça? Cette fois-ci ici, partie négative, on aura l'opposé de ce qu'il y a eu partie positive. Donc cette fois-ci, on aura une symétrie, mais plus par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'axe des abscisses d'ailleurs, ça sera une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc c'est l'origine qui jouera le rôle de centre de symétrie de ma courbe. Voilà pour la fonction sinus. D'ailleurs, dans ce cas-là, on dira que la fonction sinus est une fonction impaire, puisqu'une fonction impaire, par définition, c'est une fonction pour laquelle
deux nombres opposés ont des images opposées. Donc la fonction sinus est une fonction appelée fonction impaire. Donc regardons un petit peu ce que ça donnerait sa représentation graphique sur R. Donc voilà la représentation graphique de la fonction sinus sur R. On voit bien que partie négative, tout ce qui se passe partie négative est symétrique à ce qui se passe partie positive par rapport à l'origine ici. Donc on a bien une sinusoïde encore pour la fonction sinus. Donc voilà une présentation des fonctions dites trigonométriques qui sont la fonction cosinus, la fonction sinus, qui possèdent des propriétés particulières de parité pour la fonction cosinus et d'imparité pour la fonction sinus, qui sont toutes les deux des fonctions périodiques de période de pi et qui possèdent également d'autres propriétés qu'on va mettre en place dans la leçon.